Bonjour à tous, petit vlog pour parler un peu de l'actualité en ce moment en néphrologie, puisqu'il y en a beaucoup. Donc la première chose qui défraie l'actualité en ce moment, c'est la xénogreffe. La xénogreffe, c'est la transplantation d'organes issus d'un autre animal, en tout cas qui n'est pas un humain. Si le sujet de la greffe vous intéresse, on a fait une vidéo entière sur la greffe d'organes, qu'on vous remet ici et puis dans les fiches et en bas dans la description. Donc la transplantation d'organes, notamment la transplantation rénale, puisqu'il est sujet là de transplantation rénale, elle est surtout utile pour les patients qui ont une insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire des reins qui ne fonctionnent plus et pour lesquels on doit mettre en place des stratégies comme la dialyse. La dialyse, c'est un traitement assez lourd qui permet de remplacer les reins, donc qui permet aux gens de survivre, mais qui a un certain nombre de contraintes, notamment le fait qu'il ne filtre pas le sang de façon continue. Donc, le fait de transplanter un organe va permettre aux patients de retrouver une fonction rénale quasiment normale, puisque nos reins travaillent 24 heures sur 24, et donc de pouvoir retrouver une vie quasiment normale, moyennant des traitements anti-rejet pour la greffe et quelques petites recommandations. Aujourd'hui, on fait face à une augmentation du nombre de gens qui arrivent en insuffisance rénale terminale et on fait face à un problème, c'est-à-dire la pénurie de greffons. Il n'y a pas assez de greffons pour greffer l'ensemble des gens qui veulent un rein et qui sont sur liste d'attente. Alors, patients en attente de greffe rénale. Donc pour vous donner quelques chiffres, en France, il y a à peu près 12 000 personnes, un peu plus de 10 000 personnes qui attendent un rein sur la liste d'attente qui est gérée par l'Agence de biomédecine. Et en 2022, par exemple, il a été effectué autour de 2500 greffes. Donc, il y a une pénurie de greffons. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, on ne prélève pas tout le monde. Le prélèvement se fait essentiellement sur ce qu'on appelle des donneurs décédés, c'est-à-dire des gens qui vont faire une mort encéphalique en réanimation pour des problèmes divers et variés. Il y a aussi d'autres types de donneurs, mais je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est très largement insuffisant pour couvrir les besoins de la liste et ça nécessite une organisation monstrueuse en termes de prélèvement d'organes, d'acheminement des organes, de greffe. C'est une activité qui est coûteuse et qui nécessite de mobiliser un certain nombre d'équipes. On a aussi le don vivant, c'est-à-dire une personne vivante qui va donner un de ses deux reins à une autre personne. On essaye de développer cette initiative puisque aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie et du suivi médical, les patients qui donnent leurs reins ont une espérance de vie qui est similaire à la population générale. Il n'y a pas d'énormes problèmes. Alors évidemment, quand on vous enlève un rein, ça vous expose à plus de fragilité sur le plan de la fonction rénale, c'est évident, mais avec un suivi et les choses se passent bien dans 99% des cas pour l'ensemble des gens qui ont donné leur rein. Donc on essaye de favoriser ça, mais c'est pas forcément toujours très simple. Il y a des choses qui ont été ouvertes ces dernières années, notamment le don croisé, c'est-à-dire que vous voulez donner un rein à quelqu'un, mais en fait vous n'êtes pas compatible avec cette personne. Mais il se trouve qu'une autre personne en France veut donner un rein à quelqu'un, et elle n'est pas compatible avec la personne à qui elle veut donner, mais en fait vous allez donner à la personne à qui cette autre personne veut donner, et la personne qui veut donner à l'autre personne, elle va donner à la personne à qui vous voulez vous donner. J'espère que vous venez de comprendre cette phrase qui est un peu compliquée, mais si vous la réécoutez tranquillement, vous verrez qu'elle est parfaitement compréhensible. Donc il y a pas mal de choses qui se développent pour le don, mais on est quand même limité. Et il y a une chose qui a été faite il y a quasiment au tout début de l'aventure de la greffe, c'est-à-dire au début du XXe siècle, qui était la xénogreffe, c'est-à-dire prendre un organe issu d'un cousin animal, que ce soit le singe, le chien aussi, ça a été tenté, ou même le porc, et essayer de le transplanter chez l'homme. Alors ça s'est pas bien passé quand on l'a fait il y a très longtemps, et toutes les tentatives jusqu'à maintenant ont échoué, pour une simple et bonne raison, c'est que même si l'organe est suffisamment proche pour avoir une fonction qui soit similaire, il y a des petites choses qui changent au niveau de la structure, notamment des sucres. Si vous voulez, c'est comme une poêle Tefal en fait, notre corps, et toutes les structures sont couvertes par des petits revêtements en fait, qui vont assurer soit la protection immunitaire, soit le bon fonctionnement des échanges. Enfin, il y a énormément de choses qui sont impliquées. Et en fait, les sucres qui composent ces petits revêtements ne sont pas les mêmes chez le porc ou chez l'homme. Et il se trouve que l'humain avait la capacité de s'immuniser assez fortement et assez vite contre ces sucres, et notamment chez le porc. Donc toutes les aventures de xénotransplantation ont été jusqu'à présent un peu des échecs. Et puis c'est sans compter sur une équipe franco-américaine, bravo à nos collègues du Paris Transplant Group, qui est
un énorme laboratoire de recherche dirigé par le professeur Alexandre Loupy, qui a permis ces dernières années d'énormes avancées dans ce domaine. On a réussi à transplanter un rein de porc chez un humain sans observer de rejet. Alors la première xénotransplantation, elle a été réalisée chez un patient qui était en mort encéphalique, c'est-à-dire un patient chez qui il n'y avait pas de possibilité de réveil et pour qui la famille a accepté de prolonger les soins pour permettre la tentative de cette greffe et donc de permettre ce protocole. Ce qui s'est passé pour pouvoir faire marcher cette transplantation, c'est que ce petit revêtement de sucre, ces sucres ont été modifiés génétiquement, c'est-à-dire que le porc a été modifié génétiquement par du génie génétique au niveau de la fécondation à ce moment-là. Et on a modifié son ADN, on a modifié ses gènes pour qu'il n'exprime plus ces sucres qui étaient reconnus de façon très violente par notre corps. Et en modifiant l'ADN de ce porc, eh bien, on arrive à tolérer l'organe porcin. Alors l'aventure, elle s'arrête pas là parce qu'il y a aussi des phénomènes de rejet. Ça a été très bien décrit par l'équipe de Paris dans un papier, un superbe papier qui est sorti, je crois, dans le Lancet. Immune Responder, voilà, c'est Alexandre Loupy, et donc il a publié ça dans le Lancet, effectivement. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est qu'il y a quand même des phénomènes de rejet qui ont lieu dans ces xénogreffes, avec aussi des anticorps qui sont dirigés contre les porcs. C'est un formidable élan d'avenir quand c'est arrivé, puisque ça ouvrait la possibilité, évidemment les amis des animaux vont pas être contents, mais grâce à la modification génétique de certains animaux, on va pouvoir sortir les gens de la dialyse et prolonger la vie d'un certain nombre de gens. Du coup, eh bien, il y a eu une première greffe sur personnes vivantes qui a été réalisée il y a quelques semaines aux États-Unis, donc pareil, le même groupe et les mêmes collaborations, chez un patient d'insuffisance rénale terminale qui a été dialysé, chez qui on a transplanté un rein de porc et qui pour le moment va très bien, il est sorti de l'hôpital. Donc c'est un formidable élan pour la transplantation. On est en train de pousser et de casser, de franchir des barrières qu'on n'avait pas franchies depuis un moment. Et vraiment, je pense que c'est à la fois une merveilleuse aventure scientifique et probablement une merveilleuse aventure humaine. Alors bien sûr, ça questionne quand même sur la façon dont on va faire la médecine de demain, puisque cette médecine, elle s'inscrit quand même dans un monde extrêmement consumériste, avec des enjeux systémiques qui sont probablement pas en phase avec le fait de générer des dizaines de milliers au moins de porcs génétiquement modifiés pour pouvoir permettre des transplantations d'organes. C'est aussi une réflexion éthique et écologique à avoir par rapport à ce type d'initiative, qui montre à quel point la science, quand elle est bien faite et quand les gens se mettent ensemble et réfléchissent, peut dépasser complètement les limites du vivant. Donc c'est quand même pour moi une superbe aventure. En plus elle est écrite en partie par des Français et donc on espère que ces xénogreffes quand même vont pouvoir être une partie des greffes. On verra comment ça s'intègre et comment on arrive à le développer. Donc ça c'était la première actualité. La deuxième actualité que je voulais vous partager, je l'ai faite il n'y a pas longtemps en short sur YouTube, c'est le scandale des dialyses abusives dans un centre nancéen. Il se trouve que des collègues a priori mal intentionnés, puisque l'enquête est en cours, ont réalisé un certain nombre de séances de dialyse chez des patients qui n'en avaient pas besoin. Alors il faut bien comprendre une chose quand on parle de ce problème-là, c'est chez qui on doit faire des dialyses et pourquoi dans ce cas-là on pense que c'est abusif. Ce qui se passe quand vos reins ne fonctionnent plus, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il faut faire de la dialyse sinon vous allez mourir. Mais ça, on parle de patients qui ont une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire chez qui les reins se sont détruits progressivement et chez qui on arrive à un moment donné à une nécessité de dialyse. Mais il se trouve qu'il y a plein de pathologies qui peuvent aussi entraîner ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire la dysfonction de vos reins du jour au lendemain, entre guillemets, ou sur quelques jours ou semaines, et pour lequel il va falloir aussi faire quelque chose, un, pour traiter la cause qui entraîne cette insuffisance rénale, et deux, pour empêcher de mourir à cause de l'absence de fonction des reins. Ces insuffisances rénales aiguës, elles peuvent toucher tout le monde, dans tous les âges de la vie, et de fait, certaines de ces insuffisances rénales aiguës, quand elles sont suffisamment sévères, vont nécessiter la dialyse pour pouvoir passer le cap. Et du coup, ça c'est le cœur de mon métier, notamment puisque je suis néphrologue et essentiellement aux soins intensifs de néphrologie, où on traite des insuffisances rénales aiguës et où on indique souvent la dialyse. C'est aussi l'apanage de nos collègues réanimateurs, qui ont aussi beaucoup d'insuffisance rénale aiguë très sévères dans différentes circonstances. Tout ça pour vous dire que
Voilà, il y a des indications pour la dialyse, elles sont plus ou moins codifiées, les pratiques peuvent changer d'un centre à l'autre, mais globalement on fait à peu près tous la même chose. Et il se trouve que il y a aussi des critères d'arrêt de cette dialyse quand les reins récupèrent, quand la fonction rénale commence à revenir, il n'y a plus forcément besoin de dialyser le patient. Il faut savoir que la dialyse c'est quand même un processus assez lourd, et du coup ça c'est forcément à chaque fois qu'on fait un examen ou un soin médical, on expose les gens à des risques que l'on balance avec des bénéfices bien évidemment. Ce qu'il faut aussi savoir, enfin pour bien comprendre cette problématique, c'est que la dialyse est un acte qui rapporte beaucoup à l'hôpital puisque c'est un acte technique qui est extrêmement bien remboursé par les grilles émises par la sécurité sociale et l'assurance maladie. De fait, plus vous dialysez, plus vous gagnez de l'argent, et notamment dans les structures privées, certaines parties de cet argent revient directement dans la poche des néphrologues. C'est pas le cas dans le public, et c'est pas le sujet, mais en tout cas, sachez que voilà comment ça se passe en termes de rémunération. De fait, si vous dialysez les gens, vous allez gagner plus d'argent. Mais si vous dialysez des gens qui en ont pas besoin, vous allez gagner de l'argent, mais vous allez les exposer à des soins inutiles et probablement dangereux et délétères. Et donc c'est ce qui se passe à Nancy, il y a une enquête qui est ouverte parce qu'une trentaine de patients ont été dialysés en insuffisance rénale alors qu'ils n'en avaient peut-être pas besoin. Et la lumière doit être faite sur est-ce que oui ou non ces dialyses étaient indiquées ou de près ou de loin par les médecins qui les ont faites, ou est-ce que c'était purement pour faire de l'argent. Si c'est le cas, c'est très grave. Ces collègues malheureusement doivent être condamnés. Je pense qu'il faut être très ferme avec ce genre de comportements qui sont inacceptables. L'enquête doit être menée. Il faut savoir ce qui a été fait, il ne faut pas non plus accuser les gens avant d'avoir eu toute l'enquête. Mais si vous voulez comprendre pourquoi c'est un problème, je vous explique un petit peu les différents tenants et aboutissants de tout ça. La dernière chose dont je voulais vous parler dans l'actualité, c'est une actualité riche pour la néphrologie, c'est la dialyse à domicile. Vous avez peut-être entendu qu'effectivement on a mis en place la dialyse à domicile, essentiellement pour les enfants qui dialysent. Ça a été présenté sur France Info notamment comme une énorme nouveauté. Alors sachez que c'est pas une nouveauté, la dialyse à domicile, ça fait des années que c'est fait. En fait, il y a plusieurs façons de faire de la dialyse à domicile. On peut faire de la dialyse qu'on appelle péritonéale, c'est-à-dire qu'on vous pose un cathéter dans le ventre et c'est votre ventre qui fait office de membrane d'échange de dialyse. Sinon, on peut faire aussi la dialyse par le sang à la maison avec des machines. Avant, ça nécessitait une très lourde installation à la maison, des gens qui pouvaient maîtriser les différents éléments assez techniques de la dialyse. Et puis maintenant, avec l'avènement de la miniaturisation, des nouvelles technologies, on arrive à faire des machines de dialyse portatives avec des kits. Et donc vous avez deux industriels majoritairement qui font ça. Vous avez donc Fresenius avec la NX Stage, qui est une machine de dialyse de domicile, ou alors la société Physidia, sur des machines qui vont prendre, on va dire, c'est pas plus encombrant qu'un photocopieur en fait. C'est pas uniquement ça, parce qu'il y a aussi, on va dire, la nécessité d'avoir un peu d'espace de stockage, mais vous avez la possibilité de dialyser chez vous. Alors l'avantage par rapport à venir dialyser à l'hôpital ou dans un centre de dialyse, c'est un, que vous êtes chez vous, deux, vous dialysez quand vous voulez, en fait vous pouvez dialyser même tous les jours, moins longtemps, et on sait que ça c'est probablement un petit peu plus physiologique, un petit peu mieux que 3 fois par semaine, 4 heures, ce qui est le schéma habituel. Donc ça fait longtemps que ça existe, ça prend du temps à être développé pour plein de raisons, pour des raisons budgétaires, avec des freins qui sont plutôt gouvernementaux ou en tout cas institutionnels, et puis des freins aussi de déploiement parce que ça demande une logistique importante et des patients qui sont très compliants, c'est-à-dire qui comprennent et qui acceptent la technique. Mais ça se met en place et c'est probablement une bonne technique pour pouvoir faire ça à domicile et pouvoir laisser les gens dans l'autonomie la plus importante. Donc c'est pas nouveau, mais ça vient chez les patients pédiatriques, ça l'était pas avant. Donc ça c'est vrai que c'est une petite révolution pour les adolescents et les jeunes enfants qui attendent une greffe et qui dialysent. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager la vidéo, à vous abonner, voilà, comme d'habitude. On se dit à bientôt, keep on healing, keep on rocking.